Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité de ce mardi 13 août 2024. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a inauguré la Maison des Sages à Ali Sabié, communément appelée Maison des Okal. C'était lors de la célébration de la Journée de la Jeunesse. Également dans l'actualité de ce 15 heures, au Kenya, les éleveurs troquent leurs bovins pour des chameaux. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée donc, dans le chef-lieu de la région d'Ali Sabié avec une panoplie d'organisations. Plusieurs personnalités civiles et militaires ont pris part à cet événement, dont le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Maison des Sages dans la région d'Ali Sabié, donc en présence des parlementaires de la ville de Assajoug et plusieurs invités ainsi que de nombreux jeunes. C'est ainsi que les activités organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ont pris fin avec cette cérémonie importante. Une journée qui a été également l'occasion de reconnaître les contributions essentielles de jeunes à la société et de mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés. Les thématiques de cette journée cette année étaient des clics au progrès, les parcours numériques des jeunes pour le développement durable. Ainsi, à l'instar des autres pays du monde, notre pays, à travers le ministère en charge de la jeunesse, a célébré cette année de la Journée internationale de la jeunesse. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la préfète adjointe Saïda Wabari Assoué a indiqué que c'est une avancée majeure pour la population Assajoug avec l'ouverture de cette antenne pour les locales de la région. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, a pris la parole. Elle a indiqué qu'il fallait préserver nos traditions et le her et transmettre ce patrimoine aux jeunes djiboutiens. Ce n'est que le début de notre soutien et je remercie au passage la préfecture et le conseil régional pour le soutien constant apporté au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Nous nous attelons maintenant pour sauvegarder, écrire et inscrire le her dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous avons aménagé un lieu pour les locales de la région qui aura de retranscrire le her comme vous l'avez demandé. Tous les jeunes qui ont participé à cet événement ont demandé à ce que le her soit inscrit et soit un bien immatériel. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons comme invité le conseiller principal qui va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau du 15h, Monsieur Idriss Ahmed, qui va être présent pour nous en parler de cet événement qui s'est déroulé dans la région d'Ali Sabié. Bonjour Monsieur Idriss Essayez Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Parlez-nous de cet événement qui a eu lieu à Ali Sabié, particulièrement avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le défi a été relevé avec 1500 jeunes. C'était un grand événement dont l'intitulé était le séjour passerelle de la jeunesse de région pour leur permettre une immersion dans le terroir de l'arrière-pays et faciliter leur implication
dans le développement global de notre pays par des rencontres inter-jeunes, mais également par la mise en place des visites guidées, des excursions dans les régions d'Assamo. Là, ils ont couvert notre vivier en matière de jardin et de potager, mais également le village d'Assamo, qui est un village historique dont nous mettons toujours en avant la richesse écologique de notre pays. 1500 jeunes sont partis avec le train électrique de Djibouti à Ali Chabier. Vous avez en charge donc la responsabilité de ces jeunes-là. Est-ce que c'est une première en fait? Est-ce que vous avez relevé le défi? C'est une première pour notre ministère. C'est une première pour le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Prendre en charge 1500 personnes provenant de 5 régions du pays, mais également de la capitale, a nécessité la mise en place d'un gros comité d'organisation, mais également l'implication de plusieurs partenaires ministériels, ainsi que des associations, mais surtout les collectivités locales et territoriales de la région d'Ali Chabier, et particulièrement l'armée nationale, qui a été un soutien incommensurable pour la concrétisation de ce projet fort ambitieux. Vous êtes le conseiller principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Vous avez été au contact de manière près avec ces jeunes-là. Vous avez plus ou moins donc, écouté leurs doléances. Est-ce que vous allez transmettre? Est-ce qu'il y a eu un contact avec la ministre, entre ces jeunes et la ministre? Est-ce que vous pouvez nous en parler du coulisses? L'objectif principal, l'un des objectifs de cet événement, ce jour passerelle de jeunes, c'était d'organiser des journées de réflexion, de discussion, de débat qui s'est déroulé le 11 août en mettant en place 8 ateliers thématiques qui concernaient également la lutte contre la drogue, antidopage, les changements climatiques, le numérique, l'importance du numérique et l'innovation, mais également la transmission des héritages à la nouvelle génération, sans oublier le soutien aux genres et aux personnes aux besoins spéciaux. Est-ce que les jeunes manquent d'idées? Les jeunes sont très... Les jeunes Djiboutiens ont pu apporter 72 recommandations. 72 recommandations qui ont été présentées à l'Assemblée des jeunes, qui ont été validées et qui feront l'objet prochainement d'une programmation et de la mise en place du plan d'action. Donc ces recommandations seront concrétisées par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces idées des jeunes, donc on parle des idées. Effectivement, parce que ces différents ateliers ont été animés par des experts nationaux et internationaux qui ont été mis à notre disposition par les différents partenaires comme le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique, mais également l'association d'Asbio, spécialistes dans ce domaine, et l'association d'Assamo également dans le domaine du développement de la sécurité alimentaire. Nombreux ont été ces ateliers, les recommandations ont été enrichies par la mise en lumière des contributions de jeunes qui ont présenté les différentes recommandations qui feront l'objet et qui seront concrétisées effectivement, pas immédiatement, mais dans les mois à venir, mais dans la mesure du possible, avant la prochaine célébration de la Journée internationale de la jeunesse. L'une des dernières activités de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iba Moumouna Sow, a été l'ouverture d'une antenne des Maisons des Sages dans la ville d'Ali Chabier. Qu'est-ce que cela indique pour vous? Qu'est-ce que le ministère attend de cette action, cette initiative culturelle initiée par Dr Iba Moumouna Sow et la ministre de la Jeunesse et de la Culture constitue un événement majeur de ce séjour passerelle de jeunes, d'autant plus que cet acte symbolise l'importance que le gouvernement djiboutien, à travers son ministre de la Jeunesse et de la Culture, accorde à la transmission du patrimoine culturel à la génération, mais également à la sauvegarde des éléments détenus par nos notables locaux qui constituent notre richesse, mais également notre spécificité culturelle de la région. Et nous tenons à d'abord la féliciter pour cette initiative, mais également encourager les différents notables à pouvoir participer pleinement à cette action. Ce n'est qu'un premier pas. Le reste suivra parce que les notables disposeront désormais d'un greffier qui va transcrire toutes les décisions qu'ils auront à prendre. Et de ce fait, le patrimoine oral sera sauvegardé
transcrit et transmis à la nouvelle génération. Et d'autant plus que ce patrimoine qu'on appelle le Her Issa de manière spécifique sera prochainement le 3 décembre inscrit dans la liste de l'humanité du patrimoine culturel. Je veux dire de l'humanité, hein, de l'humanité du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cela veut dire qu'il devient un modèle à suivre et ce Her Issa auquel vont s'assurer toutes les autres nations, puisque le dossier sera accessible à tout le monde, constituera un événement spécial. Donc les vieux vont eux mettre donc à un greffier leurs connaissances, les contes qu'on parlait anciennement, et ce greffier va transcrire sur un livre, sur un registre, avec le matériel informatique, et au fur et à mesure, toutes les décisions qui seront prises, mais également les contributions seront sauvegardées automatiquement et publiées, partagées. Un philosophe sénégalais disait que lorsqu'un vieux meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque. Il faut sauver rapidement ce patrimoine oral qui est en train ancestral de disparaître. Transcrire est un modèle qui est nouveau ici au Djibouti, mais le ministère de la Jeunesse et de la Culture a pris l'initiative de faire ça. Merci monsieur donc d'avoir accepté notre invitation pour les explications de cette journée internationale de la jeunesse. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous. Également dans l'actualité de ce 15h, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Hadi, a présidé ce matin une cérémonie de clôture d'une formation sur la sûreté des installations portuaires. Organisée par la direction de la capitainerie des ports, représentée par le commandant des ports, Mohamed Moussa Abar. Cette formation d'agents de sûreté des installations portuaires était destinée aux responsables des différentes installations portuaires ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en matière de sûreté. 17 responsables ont pris part à cette formation qui s'est tenue sur une période de 4 jours. C'était du 8 au 13 août à l'hôtel Djibouti Aïla. Bruno Léonard, ex-capitaine de vaisseau de la Marine nationale française, directeur et représentant de l'organisme certificateur Pélagos, a assuré cette formation. Grâce à cette initiative, les responsables des installations portuaires de Djibouti se conforment aux normes et aux standards internationaux de sûreté, en particulier celles du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. À l'issue de cette formation, le président de l'autorité des ports et des zones franches ainsi que le commandant des ports ont remis des certificats aux participants. Peu après donc cette cérémonie de remise de certificats, notre équipe de reporters ont pu interviewer le président de l'autorité des ports et des zones franches. Voici ses propos. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui à la cérémonie de clôture de la formation de nos cadres dans le domaine de la sécurité maritime, le code de l'Organisation maritime internationale, AMO, et le code ASPS. Je félicite tout le monde, tous les gens qui ont participé et qui ont finalisé cette formation, et l'organisateur, J3S Pélagos. Je remercie tout le monde et c'est très, très important et essentiel pour la sécurité de nos infrastructures portières maritimes et pour la sécurité des navires qui utilisent nos ports. Donc cette formation, on est à 17 participants certifiés ASPS. La précédente était 18 certifiés ASPS. Donc, bravo à tous. La route de la Siesta, un axe stratégique qui abrite l'un des ouvrages les plus importants pour l'évacuation des eaux pluviales, le canal Nasser, construit dans les années 80 et 90. Ce dallo joue un rôle crucial dans la canalisation des crues vers la mer, protégeant ainsi les zones d'habitation environnantes contre les inondations. Cependant, avec le temps, l'infrastructure a commencé à montrer des signes de vieillissement. Les dalles de couverture essentielles pour assurer la solidité et la fonctionnalité du canal sont désormais vulnérables. Consciente des risques, l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAL, a pris l'initiative de rénover ce canal afin de prévenir
tout effondrement potentiel. Financés entièrement par le NOIAD, les travaux de réhabilitation ont été lancés il y a 3 mois, ceci incluant la confection et la pose de nouvelles dalles en béton, un processus actuellement en cours sur la route de la Siesta. La première phase des travaux concerne spécifiquement cette route, mais des interventions similaires sont prévues sur d'autres axes majeurs de la ville tels que le boulevard de Gaulle et l'avenue Nasser. Le délai de réalisation estimé pour la réhabilitation de cet axe est d'environ 7 jours, bien que l'ONEAD ait pour ambition de finaliser cette phase en 3 et 4 jours seulement, démontrant ainsi leur engagement à minimiser les désagréments pour la population. C'est ce qu'a indiqué lors d'une interview M. Igal Merane Awale, directeur de l'exploitation technique de l'assainissement de l'ONEAD. Voici ses propos. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la route de la Siesta, précisément entre le camp de la garde républicaine et l'abattoir. Là où nous sommes se trouve un dallo eau pluviale. Un dallo pluvial qui n'est d'autre que le canal Nasser, le canal qui vient depuis la RNA et qui se termine vers la mer. Ce canal, il a été construit dans les années 80-90. Donc ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que ce canal il est en service. Historiquement, ce canal il a été construit pour amortir la crue de l'Oued. Ce canal il dessert plusieurs bassins versants, c'est-à-dire plusieurs zones d'habitation. Et il est destiné principalement à évacuer les eaux des pluies vers la mer. Et dans un souci de prévention des risques d'effondrement des dalles de couverture de ce dallo, l'ONEAD souhaite anticiper. Et elle a jugé plus que nécessaire la rénovation et la réhabilitation de cet ouvrage avant la reprise scolaire. Donc tous les moyens ont été engagés, ont été mis en place pour achever ces travaux dans le plus bref délai. Ces travaux entièrement financés par l'ONEAD, sous fonds propres de l'ONEAD. Ces travaux ont d'ores et déjà été amorcés il y a 3 mois de cela. Ces travaux ils consistaient en premier lieu à confectionner ou à préfabriquer des dallettes en béton avec leurs pieds d'assises. Ces travaux permettront de sécuriser la circulation des biens et des personnes au-dessus de cet ouvrage. Donc nous allons procéder à réaliser des travaux de même ampleur sur tout le long de cet axe qui est la route La Siesta. Les travaux à venir seront plus ou moins concentrés sur les grands axes de circulation, à savoir la Siesta, là où nous sommes actuellement. Là, c'est la toute première phase. Boulevard de Gaulle, l'avenue 26, l'avenue 13, l'avenue Nasser, et voilà, donc c'est ça. Donc nous allons procéder par phase, par priorité et par niveau de risque. Dans le cadre des Jeux d'été organisés par le secrétariat d'État chargé des sports et le collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable a organisé pour la 4e année consécutive des tournois de la paix et de l'amitié intercommune sur le site du complexe sportif du Roi Fahad de la commune de Balbala. L'objectif de ce tournoi, lutter contre la drogue et la délinquance juvénile qui sévit la jeunesse djiboutienne, surtout en cette période estivale où les écoles sont fermées. Mais c'est aussi un moyen de détection pour les jeunes qui vont bénéficier du regard des dirigeants des grands clubs du championnat qui sont présents sur le terrain. Le principal message véhiculé également par cet événement sportif est la paix, valeur marchande et fond de commerce de notre pays, qui est un havre de paix dans une région tourmentée par le fléau de la guerre. Le président du collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement a tenu donc à remercier chaleureusement le secrétaire général du ministère. Je vous emmène donc à Toronto, au Canada, où l'IGAD accueille la première conférence internationale post-Covid organisée par cette organisation. L'autorité intergouvernementale pour le développement en collaboration avec le gouvernement du Canada et l'initiative internationale de développement des moyens de subsistance a organisé cette première conférence internationale. C'était du 11 au 13 juillet dernier. Dirigée par Mme Fathia Alouane, directrice de la santé et du développement social de l'IGAD, cette conférence historique a rassemblé des représentants des États membres de l'Union africaine, de l'IGAD, de divers blocs régionaux ainsi que des académies et universités canadiennes. S'exprimant au nom de Dr Werkene Gebreyou, secrétaire exécutif de l'IGAD, Mme Fathia Alouane, directrice de la division de santé et du développement social de l'IGAD, a expliqué que l'IGAD a considérablement donc modernisé les laboratoires nationaux et les établissements de santé transfrontaliers.
La directrice a également souligné que l'IGAD et ses États membres ont poursuivi leur collaboration et ont reçu une subvention importante de la Banque mondiale dans le cadre d'un programme conjoint. Nous avons collaboré avec succès avec diverses organisations internationales tirant parti de leur soutien pour renforcer de nos capacités, à indiquer le docteur Guirium, qui est un expert de l'IGAD. A noter également que dans le cadre de cette première conférence internationale post-Covid à Toronto, au Canada, la corporation de la ville City Brompton a attribué un certificat de reconnaissance et appréciation à l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, représentée à ce forum par la directrice du département de la santé et du développement social, Mme Fathia Alouane. Les recommandations de cette conférence soulignent la nécessité d'améliorer donc le développement et la coordination ainsi que la communication entre les acteurs pour soutenir le relèvement et la reconstruction post-Covid. Cette conférence a également abordé les défis mondiaux importants révélés par la pandémie, notamment les inégalités sociales et économiques accentuées grâce donc aux répercussions que le Covid a eu sur ces pays. En réponse à cette crise, l'Union européenne a financé une stratégie globale et régionale de l'IGAD avec 60 millions d'euros visant donc à atténuer les impacts du Covid sur les communautés vulnérables. Ce programme qui a renforcé les capacités de surveillance de la santé et d'hygiène tout en fournissant une aide précieuse aux populations les plus touchées. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais donc en titre, au Kenya, plusieurs bovins ont été organisés. Plusieurs bovins se sont donc mis en place avec une sécheresse très ardue dans ce pays. L'on note également donc une population bovine qui ont été décimées donc par cette sécheresse dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.